Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part au XVe siècle. Le roi de Portugal, João II, décide de faire de l'île de São Tomé, sur les côtes de l'Afrique, une colonie d'esclaves destinée à travailler dans les champs de canne à sucre, servant de modèle pour une autre colonie par la suite à plus grande échelle, le Brésil. Vous voulez en savoir plus sur la colonisation de São Tomé? Venez avec moi. João II est le fils d'Afonso V et de Dona Isabel. Il est né à Lisbonne en 1455, 13e roi de Portugal, 1481-1495, surnommé le prince parfait. Aux côtés de son père, Afonso V, il participe en 1471 à la conquête d'Arzila, où il est armé chevalier. En 1475, João II Avise est nommé régent du royaume de Portugal, pendant que le roi de Portugal, son père, prend part à la lutte pour la succession au trône de Castille. Pour renforcer l'armée royale, João II Avise prend la tête des renforts et participe à la bataille de Toro en 1476. Dans l'impossibilité de l'emporter sur les forces d'Isabelle de Castille, Afonso V se rend en France à la recherche de l'aide pour sa cause auprès du roi Louis XI, laissant le futur João II régent de Portugal en 1477. Devenu roi en 1481, João II reprend à son compte un domaine dans lequel il a lutté comme régent contre l'ingérence castillane, défendant l'exclusivité de la navigation sur la côte africaine, ayant conclu avec la Castille en 1480 le traité de Tolède dans lequel il a divisé l'Atlantique par le parallèle des îles Canaries au nom de son père. Sur le plan intérieur, João II se battra pour la centralisation du pouvoir royal contre le pouvoir de la noblesse, en particulier contre la maison de Bragance dès 1481. Dans les Cortés d'Evora, c'est pourquoi une série d'intrigues et de conspirations apparaissent, que João II réprime avec violence, comme ce fut le cas avec l'exécution du duc de Bragance et de Viseu. Sur le plan extérieur, il décide d'intensifier l'exploitation des colonies, et en premier lieu, São Tomé. La colonisation de l'île africaine de São Tomé commence à la fin du XVe siècle sous le règne du roi sévère ou le roi parfait João II. Il fut une rupture dans les premières explorations coloniales portugaises, menées jusqu'ici dans les îles des Açores, de Madère et du Cap-Vert. Grand défenseur de la politique d'exploration de l'océan Atlantique, commencé par son grand-oncle, le prince Henrique le Navigator. João II fait de l'expansionnisme portugais la priorité de son gouvernement, et il ne s'impose aucune limite. Tout commence en 1471 lorsque les navigateurs portugais Pedro de Escobar et João de Santarém aperçurent, depuis l'entrepont de leur caravelle, une terre à la végétation luxuriante située à 239 km des côtes de l'actuel Gabon. Les rivages de l'Afrique de l'Ouest ne leur étaient pourtant pas inconnus puisque depuis 1415, les marchands portugais avaient tissé des liens avec les puissants royaumes du Congo et du Bénin, auxquels ils achètent de l'or et des esclaves. Au XVe et XVIe siècle, 700 000 esclaves africains sont arrivés à Lisbonne pour être vendus dans toute l'Europe, explique l'historienne Catherine Kokéry-Vidrovitch. L'île de São Tomé, volcanique et forestière, ne fut pas immédiatement peuplée d'esclaves. Mais João II, qui avait toute autorité à Lisbonne, après avoir fait supprimer ses rivaux, y envoie à partir des années 1480 une première colonie constituée de juifs et autres populations jugées indésirables. Tous meurent à cause des conditions climatiques et des maladies tropicales. Une épine dans le pied du roi, qui désirait à tout prix faire de cette île sauvage une étape stratégique sur les routes maritimes portugaises en Afrique de l'Ouest. Le souverain qui s'était proclamé seigneur des seigneurs et ne souffrait aucune contrariété, demande alors à ses conseillers d'élaborer une autre stratégie pour peupler São Tomé de façon pérenne. L'idée du métissage fait son chemin. C'est ainsi qu'en 1492, pendant que Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde, João II confie la colonisation de l'île africaine à l'explorateur Álvaro Caminha. Ce dernier emmène de force avec lui plus de 2000 enfants juifs âgés de 2 à 14 ans, arrachés à leur famille. Un rapt mené sans accord du Vatican, alors empêtré dans une crise dynastique. Convertis au christianisme, dans les cris et les larmes, ces jeunes déportés furent forcés, une fois sur l'île, à s'unir à des esclaves africaines. Le but
Obtenir un croisement entre blanc et noir voué à produire un métis, donc un esclave nouveau capable de résister aux fièvres et à la rudesse des conditions de travail sur l'île. La machine infernale est lancée. À la mort de Juan II en 1495, son successeur, Manuel Ier, poursuit la terrible politique du roi sévère sur Sao Tomé. La colonisation de l'île fut accompagnée d'une violence extrême. La durée de vie d'un esclave masculin était de 3 à 4 ans, pas plus, avant Antonio de Almeida Mendes. L'île devient ensuite le laboratoire d'un mode d'asservissement destiné à satisfaire les besoins d'une forme alors inédite de production industrielle, la culture intensive de la canne. Jusqu'en 1530, Sao Tomé produit en effet 80% du sucre mondial. À Lisbonne, on considérait l'île comme le joyau de l'Empire portugais, où l'activité sucrière dictait alors tous les aspects de la vie. Des milliers de captifs, originaires du delta du Niger et de l'intérieur du royaume du Congo, un ancien empire d'Afrique centrale, travaillaient sans relâche dans les plantations. Un vocabulaire spécifique fut même mis en place. On qualifiait désormais les esclaves adultes de pesada india, la pièce d'Inde. Une femme âgée de 20 à 25 ans, par exemple, valait le tiers d'une pièce masculine du même âge. L'île reçut quelques 4000 esclaves par an pendant un siècle. Les conditions de travail étaient inhumaines. Transformés en bêtes de somme, les hommes n'étaient ni nourris ni habillés. Et les faitores, leurs maîtres, ne leur fournissaient aucun abri. Les journées de travail duraient environ 14 heures, sous un climat chaud et humide. La mise en terre des plants de canne à sucre, dont certains dépassaient 2 mètres de hauteur, était une tâche harassante. Bien évidemment, les esclaves n'étaient pas soignés. On se contentait de les remplacer sitôt qu'ils succombaient à cette vie de forçat. Ce traitement provoque une première révolte en 1522, durement réprimée. Une communauté d'insurgés, les marrones, terme provenant de l'espagnol cimarron, qui vit sur les cimes, se réfugie sur les hauteurs de l'île. Au cœur de la forêt, d'autres esclaves fugitifs organisent, eux, des moncombos, des groupes s'armant tant bien que mal, pour résister. Les répressions étaient terribles, car Lisbonne, très préoccupée par ces événements, décide alors de créer un corps de soldats pour chasser ces rebelles installés dans le sud de l'île. Explique Catherine Kotri-Vidrovitch. L'épisode en 1595 d'une mutinerie menée par un esclave marron, doublé de l'essor de l'économie sucrière, exigeant des terres de plus en plus vastes, pousse les colons à implanter des champs de canne à sucre non plus à Sao Tomé, mais dans un territoire situé de l'autre côté de l'Atlantique, le nord-est brésilien. Et il y a reproduit les mêmes modèles esclavagistes, mais à une échelle inégalée. Tout en conservant le rôle d'usine à esclaves, l'île africaine, 6 millions de personnes furent déportées entre le XVIe et le XVIIIe siècle depuis Sao Tomé, qui devient ainsi un gigantesque entrepôt pour les commerces d'êtres humains. La traite négrière change de dimension et s'industrialise. À l'époque, on déterminait qu'un marchand devait fournir 20 000 esclaves par an. On signait des contrats sur des têtes et on comptait cette marchandise par lot. À Sao Tomé, les hommes vivaient enchaînés les uns aux autres dans des baraquements où ils étaient surveillés par des Portugais armés de fouets. Dans certains camps, ils étaient plus de 5000 à attendre des semaines entières leur déportation pour être ensuite vendus sur des marchés brésiliens. La sélection était drastique. On achetait son esclave en fonction de son âge, de sa corpulence. On observait les dents et le blanc de l'œil pour repérer des maladies éventuelles. Les prix variaient en fonction de l'état physique et de l'espérance de vie, donc de la rentabilité. La traite transatlantique, mise en place par les Portugais, fut responsable de l'exportation de plus de 20 millions de personnes depuis l'Afrique de l'Ouest. Ce commerce dure jusqu'au XVIIIe siècle lorsque le Portugal décide officiellement, en 1761, d'abolir l'esclavage au sein de son empire colonial. Mais le financement du commerce de la canne à sucre, du café et du cacao par de grands groupes banquiers n'améliore en rien le statut des descendants des esclaves sao-toméens. Qui a monté ce long chemin? Ce chemin jusqu'à Sao Tomé, chantait Cesaria Devora dans son fameux titre Saudade de 1992, en mémoire de ses compatriotes capverdiens jadis exilés de force de l'île. Une ballade mélancolique en souvenir du roi Juan II.
Comme on l'a vu, cette colonie traduit bien la maîtrise des techniques de navigation portugaise dans l'océan Atlantique. Après avoir réussi au prix d'un entêtement remarquable à longer le sud, depuis la côte gabonaise, la côte du continent africain, pour enfin trouver cette route océane qui ouvre la voie des Indes, tout en exploitant les colonies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.